Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des plus grandes révolutions de l'histoire de la médecine, les antibiotiques. Ces molécules ont complètement changé la donne, notre rapport aux maladies et même à la vie. Alors comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va commencer avec un chiffre, un seul, mais il est percutant. Au siècle dernier, l'arrivée des antibiotiques nous a fait gagner, en moyenne, 15 ans d'espérance de vie. 15 ans! C'est juste colossal, il faut bien se le représenter. Et ce gain, en fait, il s'explique très simplement. Des maladies qui, avant, étaient une quasi-condamnation à mort, sont devenues des choses que l'on peut soigner. Pensez à la méningite bactérienne, aux septicémies. Avant les années 40, le pronostic n'avait rien à voir. Les antibiotiques ont rebattu toutes les cartes. Mais qu'est-ce qui rend ces médicaments si spéciaux, si différents? Eh bien, c'est leur capacité à mener une guerre ciblée. Une sorte de frappe chirurgicale, mais à l'échelle du microbe. Voilà la définition clé, le concept fondamental. Un antibiotique, c'est une molécule qui s'attaque à la vie. Antibios. Mais attention, pas n'importe laquelle. Uniquement la vie bactérienne. Le secret, c'est ce qu'on appelle la toxicité sélective. L'idée, c'est d'être le plus toxique possible pour l'envahisseur, la bactérie, tout en étant le plus inoffensif possible pour nos propres cellules. C'est toute la différence avec un désinfectant, par exemple, qui lui est un tue-tout. Et dans cette guerre très sélective, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, un antibiotique peut être bactériostatique. Ça veut dire qu'il se contente d'empêcher les bactéries de se multiplier. Il les neutralise, et ensuite il laisse notre système immunitaire faire le ménage. De l'autre côté, il peut être bactéricide, et là c'est plus direct. Il tue activement la bactérie, purement et simplement. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment ça se passe, concrètement? Il faut s'imaginer l'intérieur d'une bactérie comme un champ de bataille, avec des points faibles bien précis que nos armes moléculaires vont pouvoir viser. Pour bien comprendre, on a cette carte. C'est une sorte de plan des points vitaux d'une bactérie, les cibles que les différentes familles d'antibiotiques vont attaquer. On voit tout de suite qu'il y a 3 grandes stratégies d'attaque. Allez, on les explore une par une. La première stratégie, c'est l'attaque frontale, la manière forte. Il faut voir la bactérie comme une petite forteresse. Son mur d'enceinte, c'est une structure rigide qu'on appelle le peptidoglycane. Eh bien, des antibiotiques, comme la fameuse pénicilline, ils s'attaquent directement à la fabrication de ce mur. Sans ces défenses, privée de sa structure, la bactérie finit par éclater. C'est une action bactéricide très efficace. La deuxième grande tactique, c'est plus subtil, c'est le sabotage. À l'intérieur de la bactérie, il y a de minuscules usines, les ribosomes, qui fabriquent toutes les protéines dont elle a besoin pour vivre et se multiplier. Des familles comme les tétracyclines ou les macrolides vont tout simplement bloquer ces usines. La production s'arrête, la bactérie ne meurt pas tout de suite, mais elle ne peut plus grandir, plus se diviser. C'est une action typiquement bactériostatique. Et enfin, la troisième stratégie, c'est peut-être la plus rusée. Elle vise le cerveau de l'opération, le matériel génétique. Certains antibiotiques se comportent un peu comme des hackers. Ils vont s'attaquer à l'ADN de la bactérie ou à la machinerie qu'ils recopient. En gros, ils corrompent le code source, ce qui empêche toute reproduction. L'infection est neutralisée à la racine. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il existe autant d'antibiotiques différents? Pourquoi ne pas utiliser une seule superarme universelle? Eh bien, tout simplement parce que toutes les bactéries ne sont pas faites de la même façon. Et la raison principale, elle est juste là, sous nos yeux. Les bactéries n'ont pas toutes la même armure. On les classe en 2 grands groupes, les grammes positifs et les grammes négatifs. Celles à grammes positifs ont une paroi épaisse, mais qui est assez facile d'accès. Par contre, celles à grammes négatives, elles ont une paroi plus fine, c'est vrai, mais elle est cachée derrière une membrane externe supplémentaire qui agit comme un véritable bouclier. Et ce point-là, il est crucial. Cette membrane externe, c'est une vraie armure. Elle rend l'accès aux cibles à l'intérieur de la bactérie beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que certains antibiotiques, surtout les grosses molécules comme les glycopeptides, sont très efficaces contre les grammes positifs, mais complètement inutiles contre les grammes négatifs. Ils ne peuvent tout simplement pas passer le bouclier. Du coup, cette différence de structure va dicter le choix de l'arme. C'est pour ça qu'on parle d'antibiotiques à spectre étroit. Ce sont de vrais snipers moléculaires qui ne visent que quelques types de bactéries très spécifiques. Et à l'opposé, on a les antibiotiques à spectre large, qui sont plus polyvalents, un peu comme des fusils à pompe, efficaces contre une grande variété d'ennemis. Le choix dépendra donc de l'infection à traiter. Mais cette histoire fascinante, elle est loin d'être terminée. La découverte des antibiotiques n'a été que le début d'une course aux armements entre la science et les bactéries. Une course qui, aujourd'hui, est plus intense que jamais. Cette chronologie le montre très bien. Après la découverte de la pénicilline par Fleming, on a eu un véritable âge d'or jusque dans les années 60, où l'on a découvert la plupart des grandes familles d'antibiotiques qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais depuis les années 80, le rythme a chuté.
On découvre beaucoup moins de nouvelles molécules, on se contente souvent d'améliorer celles qu'on a déjà. Et ce ralentissement de l'innovation, combiné à une utilisation parfois massive, voire excessive de notre arsenal, a une conséquence majeure et très inquiétante, l'apparition et la propagation de bactéries résistantes. Parce que les bactéries, elles, n'ont pas arrêté d'évoluer. Elles s'adaptent, elles échangent des gènes de résistance et elles apprennent à contourner nos meilleures défenses. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui est au cœur du défi de notre époque. La bataille qui a commencé il y a près d'un siècle est très, très loin d'être gagnée. La course entre l'évolution des bactéries et l'innovation humaine n'a jamais été aussi serrée.